Des livres plein les oreilles. Bonjour à vous toutes et vous tous, ravis de vous retrouver à l'antenne, comme on disait à l'époque, mais c'est encore vrai maintenant un petit peu, de Canal M. Canal M, la radio de l'inclusion, Canal M qui produit cette émission depuis déjà 10 ans maintenant. Je m'appelle Clotilde Sey, je la réalise et je l'anime. Cette semaine, j'ai voulu d'abord rendre hommage à un homme nouvellement retraité, en tout cas c'est suffisamment nouveau pour qu'on ne l'oublie pas. Et c'est un homme qui ne désire qu'une chose, c'est se consacrer à son métier d'auteur. Son nom, vous le connaissez bien, Michel Jean, qui a longtemps mené de front sa carrière de chef d'antenne à TVA et sa carrière d'écrivain pour laquelle il connaît un énorme succès populaire. Ses livres se lisent, ses livres s'écoutent aussi. Alors j'ai plusieurs extraits à vous faire entendre pour lui rendre ce petit hommage. Ce qui va m'amener à vous faire entendre des extraits d'une série enregistrée chez Lizzie, à la mémoire de 1000 femmes blanches qui ont été échangées aux Indiens en échange de bisons et de chevaux. C'est une histoire vraie, c'est un autre épisode peu glorieux de l'histoire des femmes entre les Blancs notamment et les Indiens d'Amérique. Nouvelle parution, Les Misérables de Victor Hugo, d'après la comédie musicale. Alors ça a fait grincer pas mal de dents dans le milieu littéraire et dans les médias. Et puis parlant de classique, on écoutera un extrait de Vipère au point d'Hervé Bazin. Et à titre de nouveauté, Le barman du Ritz et Frapper l'épopée, dont on dit le plus grand bien. Alors oui, Michel Jean a annoncé qu'il prenait sa retraite du journalisme après près de 40 ans dans ce domaine. Il a rendu l'antenne, comme on dit, il y a déjà quelques mois. Et j'ai lu dans une entrevue qu'il a donnée à Shoshan Bacon, il disait « Je ne voulais pas en parler trop d'avance. En fait, si ça avait été juste de moi, je l'aurais annoncé dans mon dernier bulletin en finissant. » C'est ce qu'il a affirmé en riant lors d'une entrevue à l'émission Tout un matin sur Ici Première. Il ajoute qu'il a décidé de son plein gré de prendre sa retraite et de ne pas renouveler son contrat. Parce que Dieu sait si le journalisme est un métier qu'il adore et auquel il s'identifie. Mais il rappelle aussi qu'en tant qu'auteur, il peut choisir les sujets importants à ses yeux, contrairement à ce qu'il avait l'habitude de faire, c'est-à-dire travailler pour l'intérêt du public. Et puis, il a dit, vous savez, quand je commençais le bulletin en disant quoi tout le monde, je m'en faisais parler tout le temps. Les Autochtones aiment beaucoup ça, parce que jamais ils n'ont été autant représentés à la télévision que par un des leurs, un qui parle leur langue, ne serait-ce qu'un seul mot. Le premier roman dont on va entendre un extrait, c'est Coucoum, et c'est vendu à plus de 300 000 exemplaires. Imaginez, adapté au théâtre du Nouveau Monde en novembre. Ça, c'est une réussite. Coucoum, qui est l'histoire d'Almanda Siméon, une orpheline amoureuse qui va partager la vie des Inuits de Pequawakami. C'est lu ici par Dominique Pétain. Un univers de lenteur où le salut dépendait d'un bout de terre qu'il fallait travailler et retravailler sans cesse. Mes plus anciens souvenirs remontent à la cabane où nous vivions, guère plus qu'une modeste maison de colons en bois, carrée, avec un toit à 2 versants et une seule fenêtre sur sa façade. Devant, un chemin de sable. Derrière, un champ arraché à la force des bras à la forêt. C'est un terroir rocailleux, et pourtant les hommes le traitent comme un trésor, le retournent, l'engraisse, les pierres. Et lui ne rend en retour que des légumes fades, un peu de blé et du foin pour nourrir les vaches qui donnent le lait. La récolte serait bonne, ou pas. Cela dépendait du temps. Le ciel en déciderait, disait le curé, comme si Dieu n'avait que ça à faire. De mes parents, je ne conserve aucun souvenir. J'ai souvent essayé d'imaginer leur visage. Mon père était grand, costaud et résolu. Il avait des mains puissantes. Ma mère était blonde, avec des yeux bleus comme les miens. Elle avait des traits fins, elle était chaleureuse, aimante. Bien sûr, ces deux personnes n'existaient que dans mon esprit d'enfant. Qui sait à quoi ressemblaient mes géniteurs en vérité?
Peu importe en fait. Mais j'aime croire que la force et la douceur les habitaient. J'ai grandi auprès d'une femme et d'un homme que j'appelais ma tante et mon oncle. J'ignore s'ils m'ont aimé, mais ils ont pris soin de moi. Ils sont morts il y a longtemps, et la maison au bout de la rivière à la chasse a brûlé. La terre, par contre, est encore là. Les champs prennent toute la place maintenant. Les fermiers, accrochés à leur lopin, encerclent désormais Pequawakami. Le vent se lève et vient lécher mon visage usé. Le lac s'agite. Je ne suis qu'une vieille qui a trop vécu. Toi au moins, mon lac, ils ne peuvent rien contre toi. Tu es immuable. La magnifique voix de Dominique Pétain lisant un extrait de Coucoum de Michel Jean, à qui je consacre une partie de la première demi-heure pour lui rendre hommage à l'homme devenu maintenant auteur. Parmi les livres qui ont obtenu énormément de succès et signé Michel Jean, il y a Atouk, Elle et nous. Là, dans le livre qu'on vient d'entendre, dont on vient d'entendre un extrait, ça racontait l'histoire de ses arrière-grands-parents. Mais là, c'est une version revisitée, en quelque sorte, de Elle et nous, qui a paru initialement en 2012. Et quelques années plus tard, cette nouvelle version est apparue par écrit et en audio. Et cette fois-ci, elle retrace la vie de sa grand-mère, Jeannette. Jeannette qui un jour lui a murmuré, comme une confidence, « Michel, l'Indien, tu l'as en toi ». Je suis née dans le bois, pas loin des passes dangereuses, le territoire de chasse des Siméons. Ma tante a aidé ma mère à me mettre au monde. Je suis donc née au milieu d'une forêt enneigée, mais à l'abri du froid, dans le campement familial. Mon premier cocon. Quand je suis enfin sortie du ventre de ma mère épuisée, mon père me frappait les fesses comme il aurait pris un petit lièvre. Je le sais, car je l'ai vu plus tard répéter ce geste symbolique avec mes frères et sœurs. À cette époque, un homme avait la responsabilité d'accueillir ses enfants à la vie. Almanda m'avait poussé hors d'elle et Thomas, lui, m'attendait. Mes parents ne m'ont pas donné de nom tant que nous sommes restés dans le bois. Ils ont attendu la fin de la saison de trappe. Si j'avais perdu la vie à cette époque, rien n'aurait subsisté de moi, même pas le souvenir d'un prénom. Je n'aurais été qu'un esprit parmi d'autres errant dans la forêt immense. Je n'ai manqué de rien cet hiver-là. Ma mère avait tout préparé avant ma naissance. Elle m'avait confectionné des vêtements de peau, en prenant soin de laisser la fourrure à l'intérieur pour mieux me protéger du froid mordant. Elle avait fabriqué un berceau en forme de petit hamac avec de la peau de mouche, l'orignal, de grosses branches solides, des racines et des lanières de babiche. J'ai ainsi passé les premiers jours de ma vie accrochée au sein de ma mère ou suspendue dans les airs dans ce berceau que soutenaient 2 grosses branches d'épinettes plantées dans le sol dans un coin de la tente. Ma mère avait placé des fourrures épaisses sur le tapis de sapinage pour me protéger en cas de chute. Elle m'enterrait littéralement sous des peaux de castor et de lièvre, les plus douces de toutes. Ma tête était entourée de pièces de cuir souple qui venaient s'attacher sous le menton. Ça aussi, je le sais, car j'ai vu ma mère et les autres femmes répéter ces gestes pour chaque enfant, utilisant les mêmes accessoires, les mêmes vêtements. C'est ainsi que la manière se transmet chez nous. Les choses que l'on apprend dans l'enfance nous suivent et nous servent toute notre vie. Elles deviennent une part de nous que l'on a la responsabilité de porter jusqu'aux générations suivantes, comme un héritage. Aucun de mes enfants n'a connu la chaleur de la fourrure de lièvre collée sur la peau, ni l'odeur épicée d'un tapis d'épines. Après une vie, alors que ce monde, mon monde, s'est presque éteint et que mon tour viendra bientôt, je saurai encore, moi, confectionner un berceau. Je saurai faire les vêtements dont un enfant a besoin. J'ai passé les premiers mois de ma vie avec ma famille au campement. Dès les premiers signes de chaleur, nous avons déménagé un peu plus au sud.
nous avons établi un nouveau campement près de la rivière, ce qui nous permettrait à la fonte des glaces de retourner au Grand Lac. Chacun savait ce qu'il avait à faire. Il fallait emballer tout ce que nous avions. Les tentes, les poêles, la nourriture et les paquets de fourrure, bien sûr. Monter les canots sur des traîneaux pour en faciliter le transport sur la neige durcie. Le convoi avançait sans se presser. En raquette, chacun tirait sa charge. Ma mère, en plus de la sienne, me portait sur son dos. Nous avons marché 3 jours, nous arrêtant le soir pour camper. Mon père menait son clan vers une partie du territoire de chasse qui n'avait pas été exploitée de l'hiver. Le gibier serait ainsi plus abondant. Nous avons établi notre camp dans une petite clairière protégée par de grands arbres. Je connais bien cet endroit, car j'y suis retournée souvent. Les sentiers familiers sont les plus sûrs. Une fois que nous avons été installés, la vie a repris son cours dans un nouveau campement, au rythme régulier du lever et du coucher du soleil. Pendant les quelques semaines de froid qui restaient, mon père, mon grand-père et mon oncle, qui vivaient avec nous, ont tendu de nombreux pièges près de la rivière où l'on trouve du castor, de la loutre, du vison. Leur peau précieuse constituait le butin qui allait permettre d'assurer le revenu de la famille. Ils chassaient aussi le gros gibier pour sa viande et rapportaient de l'orignal et du caribou, que ma mère et ma tante Christine faisaient fumer et sécher. Des provisions nécessaires pour le voyage de retour. Le début de la fonte des neiges marquait la fin de la période de trappe. Il fallait commencer à préparer l'expédition. Il y avait beaucoup à faire. Rassembler et remettre en ordre tout ce que nous avions, puis faire les bagages, emmailloter les fourrures et empaqueter la nourriture. Une autre voix magnifique, celle de Natacha Canapé-Fontaine, à qui l'on doit d'ailleurs cet extrait d'une nouvelle qu'elle a écrite. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est la suivante qu'elle a écrite, mais qu'elle n'a pas lue. Je suis en train de mélanger les pinceaux. Ça, c'était un extrait de Atouk, elle et nous, écrit par Michel Jean, d'ailleurs, qui participe également à la narration. Mais là, c'était bien la voix de Natacha Canapé-Fontaine, qui fait partie du collectif qui s'appelle Hamoun. Voilà, je vais y arriver. Parce que Hamoun, en langue inou, ça veut dire rassemblement. Alors Michel Jean a rassemblé dans ce collectif pour la toute première fois des auteurs autochtones de divers horizons, de différentes nations et générations. Entre autres Naomi Fontaine, qu'est-ce qu'il y a, Jean Sioui, Joséphine Bacon évidemment, et puis Natacha Canapé-Fontaine. Et on a demandé à une seule voix de lire toutes ces nouvelles-là, c'est la voix de Charles Bender. En voici un extrait d'une de ces nouvelles, j'ignore malheureusement laquelle. Non, je ne sais pas faire du chant de gorge. Je suis pas inuit. Ce serait pas respectueux pour leur tradition. Non, je sais pas faire du beat, comme elle. Non, je sais pas jouer d'un instrument, comme toi. Non, je sais pas jouer de la guitare, du drum, de la flûte, whatever. Je suis pas ce que tu souhaiterais le plus au monde aimer dans tes bras la nuit. Je suis pas venu ici pour finir dans les bras d'un chanteur populaire puis me faire jeter pour une chanteuse de gorge. C'est pas parce qu'on n'est pas de la même nation que je suis pas extraordinaire. Je sais jouer de la langue, par contre. J'aime bien lire des poèmes à voix haute. Mais je sais que c'est pas commun chez nous. Encore un autre jour à passer au travers. Fait déjà 5 jours que tu m'as annoncé que tu retournais avec ton ex. J'ai pas pleuré. Je sais juste que depuis ce moment-là, les vents se sont levés dehors. Je les entends la nuit. On dirait que c'est pour ça que je dors pas. Je sais pas. Des fois, ça me berce. D'autres fois, ça me tient debout. Ben non. J'ai pas encore trouvé le bon gars. Le native par excellence. Les cheveux longs, les bracelets perlés par sa mère, ses mocassins qui l'attendent au pas de la porte chez eux. Un Innu, un Mohawk, ce que tu veux. Ben non. J'ai tendance à penser que nos gars chez nous ont un penchant pour la bouteille. Ça dépend de leurs parents. Mais les bons gars sont tous pris s'ils sont pas mariés.
Puis les plus beaux sont tous matchés. Faut juste savoir les pogner quand ils sont entre deux filles. Puis encore, ils préfèrent celles qui ont déjà des enfants, ça a bien de l'air. C'est mon impression. Ils ont tous besoin d'amour, nos garçons. Et parfois, la meilleure façon d'en recevoir, c'est d'en donner, même quand on n'en a plus. Je les aime pareil, nos gars. Ils n'ont pas de malice, sauf quand ils sont intoxiqués. Ça dépend avec quoi. Mais je vais pas dans ces parties-là. Et puis, j'ai entendu que c'est bien pire ailleurs. Reste que j'ai un cousin en prison parce qu'il a assassiné sa blonde il y a 6 ans. Il l'aimait tellement, sa blonde. C'était un des plus beaux couples de la réserve. Mais il l'a tué. Mais il était sa mescaline. Après, c'est pas vrai que dans le fond, ils sont méchants. Comme je pense, nos gars sont les plus beaux et les plus doux. Jamais malhonnêtes. C'est le besoin, le manque et la misère qui créent la malice quand t'es pas orgueilleux d'avance. Les seules fois où quelqu'un est orgueilleux, on rit toutes de lui. C'est comme ça. T'as pas le droit d'être au-dessus de tout le monde. T'as pas le droit non plus d'être en dessous. Comme quoi ça arrive qu'il faut faire attention quand même. Souvent, je me demande, quand t'es venu chez nous la première fois, si t'étais pas sous l'effet de quelque chose. Je me le demande, mais c'était il y a 1 an. Cette année, t'es différent. T'es beaucoup plus lumineux, plus présent. Toi, ça me dérange pas. Toi, ça me dérange pas que tu boives, que tu fasses la fête à tout crisser partout, que tu sniffes comme tu veux. T'as la règle à due avec moi, comme qui diraient eux autres à la cour juridique. La règle à due. Avec ça non plus, je sais pas quoi faire. Quand c'est pas du mépris, ça charge avec la pitié. Extrait de Hamoun, lu ici par Charles Bender, et donc c'est extrait de ce collectif qui porte le nom de Hamoun Rassemblement. Ça a été, non pas créé, mais comme on dit, à l'origine, c'était Michel Jean qui était à l'origine de ce projet-là. Bon, je n'avais jamais entendu parler de ces 1000 femmes blanches qui, dans les années 1875 par là, ont été échangées aux Indiens en échange de bisons et de chevaux. Et cette histoire-là a été racontée dans 2 livres qui ont été enregistrés il n'y a pas très longtemps chez Lizzie. 1000 femmes blanches, ça s'appelle comme ça, de Jim Fergus, et c'est lu par Maude Rudigoz. Ça s'écrit Rudigoz. C'est un ouvrage qui a reçu le prix du premier roman étranger. On est en 1874 à Washington. Le président Grant accepte la proposition incroyable du chef indien Little Wolf, troquer 1000 femmes blanches contre chevaux et bisons pour favoriser l'intégration du peuple indien. Si quelques femmes se portent volontaires, la plupart viennent en réalité des pénitenciers et des asiles. L'une d'elles, May Dodd, apprend sa nouvelle vie de squaw et les rites des Indiens. Mais avant d'arriver dans sa nouvelle vie, il a fallu qu'elle quitte l'hôpital où elle était internée. Et c'est à ce moment-là qu'on la retrouve dans l'extrait que je vous propose maintenant de 1000 femmes blanches. Premier carnet. Un train vers la gloire. Franchement, vu la façon dont j'ai été traitée par les gens dits civilisés, il me tarde finalement d'aller vivre chez les sauvages. Extrait des journaux intimes de May Dodd. La note suivante, sans date, apparaît au tout début du premier carnet de May Dodd. Au cas où ils ne me reverraient jamais, moi, leur mère qui les aime, je rédige ce journal afin de conserver mon témoignage pour mes très chers enfants Hortense et William. Qu'ils puissent tout savoir de mon internement injuste, de mon évasion hors de l'enfer, et de ce que ces pages encore blanches leur révéleront un jour sur mon avenir. 23 mars 1875. C'est aujourd'hui mon anniversaire, et j'ai reçu le plus beau des cadeaux, la liberté. Je griffonne maladroitement ces premières lignes à bord d'un train de la Union Pacific, parti ce matin à 6h35 de la gare de Chicago, vers l'ouest et le Nebraska.
On nous a dit que le voyage allait durer 14 jours, avec un changement de train à Omaha. Si notre destination finale est sciemment gardée secrète, j'ai surpris les conversations des soldats de l'escorte. Les militaires sous-estiment l'acuité d'une oreille féminine. Et j'ai appris que le train nous emmène tout d'abord à Fort Sydney, d'où nous serons ensuite convoyés en chariot vers le Wyoming, à Fort Laramie, et finalement à Camp Robinson, dans le Nebraska. La vie est si imprévisible. Quelle sensation étrange de me trouver dans ce train en route pour un long voyage et de contempler la ville qui s'éloigne. Je me suis assise dans le sens contraire de la marche pour garder avec moi une image fuyante de Chicago, son épais nuage de fumée charbonneuse qui, à la manière d'un parasol géant, s'étend au-dessus des rives du lac Michigan. Toute grouillante et noire, la cité vient une dernière fois de défiler sous mes yeux. Son éclat et ses bruits m'ont tant manqué dans le silence et l'obscurité de la réclusion. Et j'ai maintenant l'impression d'être un personnage de théâtre, arraché au monde réel et voué à un terrible rôle que l'auteur n'aurait pas encore écrit. Comme j'envie ces gens que j'aperçois depuis la fenêtre du train, pressés de retrouver la sécurité d'un labeur quotidien, tandis qu'on nous emporte, déjà captifs d'un destin et d'un monde inconnu. Nous longeons maintenant les enchevêtrements de petites bicoques qui ont poussé partout après le grand incendie de 1871. Avec leurs charpentes grossières assemblées à la hâte, vacillant sous le vent comme un château de cartes, elles forment une clôture improbable autour de Chicago, désireuse, semble-t-il, de contenir l'expansion constante de la métropole. Sales et en haillons, des enfants qui jouent dans les cours boueuses s'arrêtent pour nous regarder passer, comme s'ils voyaient en nous les créatures d'un autre monde. Mes propres enfants me manquent terriblement. Je ne sais ce que je donnerais pour les voir une dernière fois et les serrer contre moi. Derrière ma fenêtre, je fais un signe de la main à ce tout petit garçon qui, malgré ses cheveux blonds et crasseux, me rappelle mon cher William. Et cette femme, du moins le personnage de May Dodd, elle va faire partie de toutes ces femmes qui vont vivre comme des squaws, puisque, je vous le rappelle, elles ont été échangées contre des chevaux et même des bisons. Le problème, c'est qu'on n'a pas du tout arrêté, après cet échange-là, de massacrer les Indiens, de les exterminer, d'ailleurs, serait le mot le plus vrai. Et il n'y a que quelques femmes blanches qui ont réussi à échapper à ce massacre, parmi elles 2 sœurs, Margaret et Susan Kelly, qui sont maintenant prêtes à tout pour venger la mort de leurs enfants, parce qu'évidemment, les enfants qu'elles ont élevés, les enfants métis qu'elles ont eus avec les Indiens, la plupart également sont décédés. Extrait de La vengeance des mères, du même Jim Fergus, et c'est lu cette fois-ci par Astrid Roos. 1er mars 1876. Cette fois, tout est vraiment fini. Dès les premières lueurs du jour, telle la main vengeresse du Tout-Puissant, les soldats ont fondu sur nous. J'ai reçu un coup de feu. J'ai peur de mourir vite. Le village est détruit, incendié. Le peuple nu est parti se réfugier en courant dans les collines et se tapir sur la roche comme des animaux. Je ne sais où sont la plupart d'entre nous. Certaines sont mortes, d'autres encore vivantes. Je me suis réfugiée dans une petite grotte avec Feather on Head, Quiet One et Martha. Nous sommes blottis les unes contre les autres avec nos enfants, tandis que le village brûle en contrebas, semblable à un immense bûcher funéraire. Les soldats empilent tous nos biens, tout ce que nous avons, peau, fourrure, couverture, réserves de viande et de nourriture, selles de chevaux, munitions, placent les cadavres par-dessus et embrasent le tout avec leurs grandes torches. Ils mettent pareillement le feu aux loges qui s'enflamment comme des arbres dans une forêt sèche. À l'intérieur, poudre et cartouches font des feux d'artifice. Tout ce que nous avions s'envole en fumée. Je suis blessé et crains de mourir bientôt. J'entends mon souffle rauque, des bulles de sang s'échappent de ma bouche et de mon nez. Tant qu'il me reste un peu de force, je vais continuer à écrire ce qui s'est passé. Extrait de la dernière page des journaux de May Dodd. Abbaye Saint-Antoine du Désert, Powder River, Montana.
15 novembre 1926. La nuit suivant la charge de Mackenzie, le thermomètre indiquait presque moins 20 degrés. La cavalerie s'était emparée à l'aube du village Cheyenne qu'elle avait entièrement détruit, massacrant des dizaines d'Indiens, hommes et femmes, jeunes et vieux, abattus sans discrimination à coups d'épée, de carabines, de pistolets, par des soldats pris de folie meurtrière. Plusieurs de nos amies blanches étaient parmi eux avec leurs bébés. Celles et ceux qui réussirent à leur échapper prirent la fuite vers les collines, certains grièvement blessés, certains à peine vêtus, sans rien pour les protéger des éléments eux-mêmes et leurs enfants. 11 bébés Cheyennes moururent de froid la première nuit, dans les bras de leur mère, 3 encore la nuit suivante, et tous les enfants de sang mêlé qui avaient survécu jusque-là périrent. Les 2 sœurs irlandaises, Margaret et Suzanne Kelly, perdirent chacune leurs 2 jumelles au cours de ce voyage exténuant. Les voir affligées au supplice avait de quoi vous déchirer le cœur. Elles me maudirent et maudirent notre Seigneur bien-aimé de leur avoir pris leur petite fille. Avec Martha Atwood, les sœurs Kelly sont les 2 seules femmes blanches de la tribu qui, à ma connaissance, ont réchappé à l'assaut de Mackenzie et à ses conséquences désastreuses. Voilà cette histoire assez incroyable, mais histoire vraie de ces femmes kidnappées en échange de bisons et de chevaux. On parle de 1000 femmes contre 1000 têtes, 1000 bêtes. Et c'est ce qui met un terme à cette émission, à cette première demi-heure en tout cas, que j'ai voulu consacrer aux Indiens, comme l'ami Serge Bouchard nous disait toujours qu'il fallait les appeler, et c'est comme ça qu'il les appelait lui. Alors je suis toujours restée fidèle à Monsieur Bouchard, qui lui a été fidèle toute sa vie aux autochtones. En seconde partie, retrouvez-nous, il sera plutôt question des Misérables nouvelle version. Il y aura aussi quelques nouveautés vraiment exceptionnelles dont j'ai très hâte de vous parler. Bref, on se retrouve d'ici une petite minute. Ça, c'est si vous nous écoutez via la radio, parce que si vous nous écoutez par le net, il n'y a même pas d'interruption. Je suis là, tiens, tout de suite, quasiment. En seconde partie de l'émission des livres plein les oreilles, des classiques revisités, c'est le cas de le dire, et des nouveautés. Vous savez, finalement, les comédies musicales et tout ça, c'est un petit peu comme des recettes de cuisine. Vous savez, quand on revisite tel et tel plat et que ça ressemble plus du tout à ce que c'était précédemment, eh ben c'est un petit peu ce qu'on a fait aux Misérables de Victor Hugo, présenté parce que, bon, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, ou il y aura encore, ou en tout cas c'était prévu pour l'hiver 24-25 au Châtelet à Paris, la fameuse comédie musicale Les Misérables, voilà. Sauf qu'ils ont ressorti du même coup un bouquin chez Folio. Et là, ce qui est écrit, c'est que c'est vendu par Gallimard en étant Les Misérables, Victor Hugo, abrégé d'après la comédie musicale. Et là, Palais. Alors ça, évidemment, ça commence toujours de la même façon avec Jean Valjean qui est libéré du bagne, qui va arriver à Paris, qui va faire la connaissance d'ailleurs nous aussi de cet évêque parce que c'est le premier personnage important qui arrive dans les Misérables. Et tout est là, mais il n'empêche que ça doit donner un petit bouquin d'à peu près 2 heures peut-être. À peu près. Et je suis allée voir ce qui existait déjà en livre audio. Alors, il y a plusieurs versions qui ont été enregistrées. D'abord, on va entendre un extrait
extrait d'une version écourtée, mais qui fait quand même 7h43. Mais quand vous allez voir combien dure la version non écourtée, la version de l'original, de l'intégrale des Misérables, enfin bon, bref, petit extrait de Les Misérables, on va faire connaissance avec cet homme merveilleux, monsieur, avec ce bon cœur de monsieur Myriel qu'on appelait aussi Monseigneur Bienvenu, cet évêque idéal. La veille du jour fixé pour l'exécution du condamné, l'aumônier de la prison tomba malade. Il fallait un prêtre pour assister le patient à ses derniers moments. On alla chercher le curé. Il paraît qu'il refusa en disant « Cela ne me regarde pas, je n'ai que faire de cette corvée et de ce saltimbanque. Moi aussi, je suis malade. D'ailleurs, ce n'est pas là ma place. » On rapporta cette réponse à l'évêque qui dit « Monsieur le curé a raison, ce n'est pas sa place, c'est la mienne. » Il alla sur-le-champ à la prison. Il descendit au cabanon du saltimbanque. Il l'appela par son nom, lui prit la main et lui parla. Il passa toute la journée auprès de lui, oubliant la nourriture et le sommeil, priant Dieu pour l'âme du condamné et priant le condamné pour la sienne propre. Il lui dit les meilleures vérités qui sont les plus simples. Il fut père, frère, ami, évêque pour bénir seulement. Il lui enseigna tout, en le rassurant et en le consolant. Cet homme allait mourir désespéré. La mort était pour lui comme un abîme. Il n'était pas assez ignorant pour être absolument indifférent. Il regardait sans cesse au dehors de ce monde par ses brèches fatales et ne voyait que des ténèbres. L'évêque lui fit voir une clarté. Le lendemain, quand on vint chercher le malheureux, l'évêque était là. Il le suivit et se montra aux yeux de la foule en camail violet et avec sa croix épiscopale au cou, côte à côte avec ce misérable lié de cordes. Il monta sur la charrette avec lui, il monta sur l'échafaud avec lui. Le patient, si morne et si accablé la veille, était rayonnant. Il sentait que son âme était réconciliée et il espérait Dieu. L'évêque l'embrassa. Et au moment où le couteau allait tomber, il lui dit « Celui que l'homme tue, Dieu le ressuscite. » Quand il descendit de l'échafaud, il avait quelque chose dans son regard qui fit ranger le peuple. La maison qu'il habitait se composait d'un rez-de-chaussée et d'un seul étage. 3 pièces au rez-de-chaussée, 3 chambres au premier, au-dessus un grenier. Derrière la maison, un jardin d'1 quart d'arpent. Les 2 femmes occupaient le premier. L'évêque logeait en bas. La première pièce, qui s'ouvrait sur la rue, lui servait de salle à manger. La deuxième, de chambre à coucher, et la troisième, d'oratoire. On ne pouvait sortir de cet oratoire sans passer par la chambre à coucher, et sortir de la chambre à coucher sans passer par la salle à manger. Dans l'oratoire, au fond, il y avait une alcôve fermée, avec un lit pour les cas d'hospitalité. Il faut convenir qu'il lui restait de ce qu'il avait possédé jadis 6 couverts d'argent et une cuillère à soupe que Madame Magloire regardait tous les jours avec bonheur reluire splendidement sur la grosse nappe de toile blanche. Et comme nous peignons ici l'évêque de Digne tel qu'il était, nous devons ajouter qu'il lui était arrivé plus d'une fois de dire « Je renoncerai difficilement à manger dans de l'argenterie ». Il faut ajouter à cette argenterie 2 gros flambeaux d'argent massif qui lui venaient de l'héritage d'une grand-tante. Ces flambeaux portaient 2 bougies de cire et figuraient habituellement sur la cheminée de l'évêque. Quand il avait quelqu'un à dîner, Madame Magloire allumait les 2 bougies et mettait les 2 flambeaux sur la table. Il y avait dans la chambre même de l'évêque, à la tête de son lit, un petit placard dans lequel Madame Magloire serrait chaque soir les 6 couverts d'argent et la grande cuillère. Il faut dire qu'on n'en ôtait jamais la clé. La maison n'avait pas une porte qui fermât à clé. La porte de la salle à manger, qui donnait de plein pied sur la place de la cathédrale, était jadis ornée de serrures et de verrous comme une porte de prison. L'évêque avait fait ôter toutes ces ferrures, et cette porte, la nuit comme le jour, n'était fermée qu'au loquet.
Le premier passant venu, à quelque heure que ce fût, n'avait qu'à la pousser. Et cette porte-là, Jean Valjean la poussera, vous vous en souvenez, mais ce personnage-là, c'est vraiment le personnage, Monseigneur Bienvenu, cet évêque de Digne, qui est une ville française. Il est vraiment très très important, puisque c'est lui qui va accueillir pour la première fois Jean Valjean, qui va lui redonner espoir, et Jean Valjean, tellement pauvre et qui a été habitué à voler toute sa vie, va lui voler les fameux objets en argent pur dont Victor Hugo vient de nous faire la description avec ces mots qui n'appartiennent qu'à lui. Je voudrais préciser que la voix que nous avons entendue là, c'était la voix de Philippe Sollier, donc dans une version écourtée des Misérables parue en 2018 chez Audiolib. Mais il y a aussi en 2016 une version longue. En fait, c'est la version intégrale. Il y en a même plusieurs. Je pense qu'en français, il y en a 2. En anglais, il y en a plusieurs aussi. De ces Misérables. Alors là, ils sont plusieurs à avoir lu ce chef-d'œuvre qui dure à écouter 56 heures et 52 minutes. Bon, vous lisez, vous écoutez 2 heures par jour, hein? Non mais c'est ça fait à peu près un mois, quoi. Pendant un mois, vous allez écouter Les Misérables de Victor Hugo, dont voici un extrait. Là encore, il y est question de ce monsieur Myriel, alias Monseigneur Bienvenu, évêque idéal, qui va d'ailleurs inquiéter beaucoup George Sand et qui va carrément désespérer Michelet. Et à une dame qui l'interrogeait sur l'identité de ce personnage qui lui ressemble tant, Victor Hugo a répondu le 19 juin 1862, l'évêque Myriel est un personnage imaginaire et les journaux catholiques ont eu raison de le trouver absolument invraisemblable. En 1815, Monsieur Charles-François Bienvenu Myriel était évêque de Digne. C'était un vieillard d'environ 75 ans. Il occupait le siège de Digne depuis 1806. Quoique ce détail ne touche en aucune manière au fond même de ce que nous avons à raconter, il n'est peut-être pas inutile, ne fût-ce que pour être exact en tout, d'indiquer ici les bruits et les propos qui avaient couru sur son compte au moment où il était arrivé dans le diocèse. Vrai ou faux, ce qu'on dit des hommes tient souvent autant de place dans leur vie et souvent dans leur destinée que ce qu'ils font. Monsieur Myriel était fils d'un conseiller au Parlement d'Aix, noblesse de robe. On contait que son père, le réservant pour hériter de sa charge, l'avait marié de fort bonne heure, à 18 ou 20 ans, suivant un usage assez répandu dans les familles parlementaires. Charles Myriel, nonobstant ce mariage, avait, disait-on, beaucoup fait parler de lui. Il était bien fait de sa personne, quoique d'assez petite taille, élégant, gracieux, spirituel. Toute la première partie de sa vie avait été donnée au monde et aux galanteries. La Révolution survint, les événements se précipitèrent. Les familles parlementaires, décimées, chassées, traquées, se dispersèrent. Monsieur Charles Myriel, dès les premiers jours de la Révolution, émigra en Italie. Sa femme y mourut d'une maladie de poitrine dont elle était atteinte depuis longtemps. Il n'avait point d'enfant. Que se passa-t-il ensuite dans la destinée de monsieur Myriel ? L'écroulement de l'ancienne société française, la chute de sa propre famille, les tragiques spectacles de 93, plus effrayants encore peut-être pour les émigrés qui les voyaient de loin avec le grossissement de l'épouvante, firent-ils germer en lui des idées de renoncement et de solitude ? Fut-il, au milieu d'une de ces distractions et de ces affections qui occupaient sa vie, subitement atteint d'un de ces coups mystérieux et terribles qui viennent quelquefois renverser, en le frappant au cœur, l'homme que les catastrophes publiques n'ébranleraient pas en le frappant dans son existence et dans sa fortune ? Nul n'aurait pu le dire. Tout ce qu'on savait, c'est que, lorsqu'il revint d'Italie, il était prêtre. En 1804, M. Myriel était curé de B, Brignoles. Il était déjà vieux et vivait dans une retraite profonde.
Vers l'époque du couronnement, une petite affaire de sa cure, on ne sait pas trop quoi, l'amena à Paris. Entre autres personnes puissantes, il allait solliciter pour ses paroissiens monsieur le cardinal Fesch. Un jour que l'empereur était venu faire sa visite à son oncle, le digne curé, qui attendait dans l'antichambre, se trouva sur le passage de Sa Majesté. Napoléon, se voyant regarder avec une certaine curiosité par ce vieillard, se retourna et dit brusquement « Quel est ce bonhomme qui me regarde ?»« Sire, dit M. Myriel, vous regardez un bonhomme, mais moi je regarde un grand homme. Chacun de nous peut profiter. » Voilà le tout début de Les Misérables, l'intégrale de Victor Hugo, que vous pouvez retrouver également sur à peu près tous les catalogues de livres audio. Comment on fait pour trouver un livre audio? Tiens, ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas dit. C'est parce que c'est tellement simple et il y a encore des gens qui me demandent « Ouais, mais comment on fait ?» Mon Dieu, mes amis, si vous faites par exemple livre audio Les Misérables, pouf, vous allez tomber sur je ne sais combien de catalogues. Ça pourrait être Bouquet d'oreilles, ça pourrait être Audible, ça pourrait être Nara, ici, au Québec, qui est le seul catalogue qui vous offre des livres en français, qu'ils soient faits au Québec ou encore en Europe. Alors vraiment, c'est facile. Tapez le titre du livre que vous désirez, livre audio. Comme ça, vous verrez d'abord s'il existe en audio. Mais si j'en parle ici, c'est sûr qu'il existe en audio. C'est pour ça que Vipère au point, dont il sera question maintenant, d'Hervé Bazin, qui existe en audio, j'avais envie de vous en parler. Vous savez, quand j'étais petite, quand je suis passée de la bibliothèque rose à la bibliothèque verte, oh là là, ça commence à être sérieux là. Puis après, je suis passée de la bibliothèque verte aux vrais romans, vous savez, les romans pour les grands. Et c'est donc un des premiers livres que j'ai lu à l'époque, et ça s'appelle Vipère au point. J'avais été très très troublée par cette histoire, par ces enfants qui étaient victimes d'une espèce de haine ordinaire de la part de leur mère, un personnage froid, rigide, maigre, une pète sec, là, comme on disait à l'époque, là, ça se disait, c'était dans l'expression. Et l'histoire de Vipère au point, nous dit un lecteur de Babelio, et je trouve ça tellement bien écrit, se trouve dans les recoins sombres de notre mémoire collective, qu'on ait lu ou pas le livre. Son héroïne, Folcoche, marâtre rusée, calculatrice, haineuse, pétrie de mauvaise religion, au corps sec comme une trique, est à ranger au musée des horreurs. Ce livre, c'est l'histoire d'une France qui n'existe plus, tombée aux oubliettes dans les fracas de la Seconde Guerre mondiale. C'est la France de cette vieille noblesse mélangée pour le meilleur et pour le pire à cette grande bourgeoisie provinciale, les deux se rejoignant dans leur insupportable arrogance, les deux ayant les mêmes doigts crochus quand il s'agit de défendre leurs petits privilèges, les deux recroquevillés dans leur manoir branlant sans voir la marche du monde. C'est exactement ça, Vipère au point. Voici un extrait de ce livre d'Hervé Bazin, lu par Thibaut de Montalembert. C'est l'extrait qui va d'ailleurs donner son titre à ce livre. Je serrais et la vie se fatiguait en elle, s'amollissait, se laissait tomber au bout de mon poing, en flasque bâton de Moïse. Des sursauts, bien sûr, elle en avait, mais de plus en plus espacés. D'abord en spirale, puis en crosse d'évêque, puis en point d'interrogation. Je serrais toujours. Enfin, le dernier point d'interrogation devint un point d'exclamation, lisse, définitif, et ne frémissant même plus de la pointe. Les topazes s'éteignirent, à moitié recouvertes par 2 morceaux de taffetas bleuâtre. La vipère, ma vipère, était morte. Ou, plus exactement, pour moi, l'enfant, elle était retournée à l'état de bronze où je l'avais trouvée quelques minutes auparavant, au pied du 3e platane de l'allée du pont. Je jouais 20 minutes avec elle, la disposant à ma fantaisie, tripotant, maniant ce corps sans membres, d'infirme parfait. Rien n'est si bien mort qu'un serpent mort. Très vite, elle perdit toute allure, cette loque. Elle perdit tout métal. Elle s'obstinait à me montrer cette couleur trop claire du ventre, que par prudence toutes les bêtes dissimulent jusqu'à la mort, ou jusqu'à l'amour.
J'étais en train de la nouer autour de ma cheville quand retentit la cloche de la Bellangerie, sonnant pour les confitures. Il s'agissait ce jour-là d'achever un pot de Mirabelle, un peu moisi par 4 ans de buffet, mais bien plus avantageuse que ces gelées de groseille qui se laissent odieusement gratter sur les tartines. Je sautai sur mes pieds sales, sans oublier ma vipère, que je pris cette fois par la queue, et à qui j'imprimais un joli mouvement de balancier. Mais soudain, un hurlement déchira mes premières réflexions scientifiques, et de la fenêtre de la peu courageuse mademoiselle Ernestine Lyon tomba cet ordre épouvanté « Voulez-vous lâcher cela tout de suite ?» Puis, en crescendo tragique, « Ah, malheureux enfant !» Je restai perplexe. Quel drame! Appel, exclamations entrecroisées, affolement de talons par les escaliers. « Madame, monsieur l'abbé, par ici !» Où sont les autres? Aboiement de Capi, le chien, nous avons déjà lu sans famille. Cloche, enfin, grand-mère, aussi blanche que sa guimpe, poussant du bout de sa bottine son éternelle longue robe grise, jaillit de la porte d'honneur. En même temps, surgissait de la bibliothèque, aile droite, la tante Thérèse Barthélemy, comtesse de l'Empire, puis mon oncle, le protonotaire apostolique, et de la lingerie, aile gauche, la gouvernante, la cuisinière, la femme de chambre. Toute la famille et ses satellites débouchaient des innombrables issues de la Bellangerie, cette grande garenne. Prudente, à la vérité, la famille, et formant cercle aussitôt à bonne distance de la vipère, qui tournoyait toujours au bout de mes doigts, et à qui le mouvement prêtait une suprême apparence de vie. Tante Thérèse, est-elle morte? La bonne. J'espère que c'est une couleuvre. La gouvernante. N'approchez pas, Freddy. La cuisinière, sourde et muette. L'abbé. Je te promets une de ces fessées. Grand-mère. Voyons, mon chéri, lâche cette horreur. Un pas vide, glorieux, je tendis mon trophée à l'oncle protonotaire qui, professionnellement ennemi des reptiles, recula d'un bon mètre. Chacun l'imita. Mais grand-mère, plus brave, parce que, n'est-ce pas, c'était grand-mère, s'approcha et d'un brusque coup de face à main me fit lâcher le serpent qui tomba inerte sur le perron et que mon oncle, rassuré, se mit à retuer martialement à grands coups de talon, comme Saint-Michel, son patron. Ce petit imbécile a-t-il été piqué? Non, Michel. Remercions Dieu ma mère. Pater, Ave, un petit ex-voto fut accroché dans le silence, puis le protonotaire apostolique s'empara de moi, me jeta en travers de ses genoux et, les yeux au ciel, me fessa méthodiquement. Quel régal de littérature, de lecture. Alors, je vous rappelle le titre, Vipère au point, qui a été le premier succès de Hervé Bazin à l'époque. C'était vraiment le premier livre qui l'a fait connaître. Après, il y en a eu une multitude d'autres. Et puis alors, cette voix, celle de Thibaut de Montalembert, on le suit, on la voit, la vipère. C'est vraiment... Ça, c'est de la narration, madame. Le barman du Ritz, c'est sorti en juin de l'année 2024. Juin 1940, là, c'est là que nous sommes au début du livre, alors que les Allemands entrent dans Paris, c'est le couvre-feu qui est de rigueur, sauf au Grand Hôtel Ritz. Avis de découvrir l'art de vivre à la française, les occupants y côtoient l'élite parisienne, tandis que derrière le bar œuvre Franck Meyer, le plus grand barman du monde. S'adapter, c'est une question de survie. Et Franck Meyer se révèle habile diplomate. Il gagne ainsi la sympathie des Allemands, il achète sa tranquillité et aussi celle de Luciano, son apprenti, ainsi que de la troublante Blanche. Pendant 4 ans, les hommes de la Gestapo vont trinquer avec Coco Chanel, la terrible veuve Ritz ou encore Sacha Guitry. Ces hommes et ces femmes, collabos, résistants, héros ou profiteurs de guerre, vont s'aimer, se trahir, lutter aussi pour une certaine idée de la civilisation. Mais la plupart d'entre eux ignorent à ce moment-là que Meyer, émigré autrichien, ancien combattant de 1914, chef d'orchestre de cet étrange ballet, cache un lourd secret. Le barman du Ritz est juif.
partie. Guerre de position. Juin-juillet 1940. Chapitre 1. 14 juin 1940. Me voilà coincé dans le nid des Boches. 6h30 du soir et les Allemands se font toujours attendre. Ce matin, ils ont défilé sur l'avenue Foch. Désormais, ils sont là, dans les murs, dans l'enceinte du Ritz. Tous les palaces parisiens sont réquisitionnés par l'armée allemande afin d'y installer des bureaux. Le Ritz, lui, accueillera une centaine d'officiers supérieurs, la crème de la Wehrmacht, et devient la résidence du gouverneur militaire en France. Si ce titre ne rappelait pas la cruelle humiliation que vient de subir l'armée française, il serait presque prestigieux. La place Vendôme bénéficie d'un statut spécial. Jusqu'à nouvel ordre, le Ritz peut continuer à recevoir sa clientèle habituelle. Et le bar, bien sûr, reste ouvert. Pour s'en occuper, aux côtés de Frank Meyer, ne reste plus que son vieux frère d'armes, Georges Scheuer, et un jeune apprenti italien, Luciano. Le barman n'a pas fermé l'œil de la nuit, guettant le silence incongru qui règne chez lui, dans son immeuble de la rue Henri Rochefort, depuis que la plupart de ses voisins ont fui Paris. Des lâches. Dans son insomnie, il a songé à Jean-Jacques, son fils. Franck n'a jamais vraiment su aimer ce fils unique né en 1921 de son mariage malheureux avec Maria. Un gouffre les sépare. Il est sans nouvelles de son gamin depuis des lustres, depuis que le jeune homme a été embauché au casino de Nice il y a 5 ans déjà. Où est-il? A-t-il été mobilisé? Devrais-je me mettre à l'abri? Le rejoindre à Nice? Hors de question d'abandonner mon bar au Chleu. Ouais, le genre de bouquin que je vais apprécier sûrement. Vite fait, faut que je vous parle aussi de Frapper l'épopée de Alice Zeniter. On est avec une jeune femme, Tass, qui est née en Nouvelle-Calédonie, qui va se retrouver en France, amoureuse de Thomas. Et lorsque Thomas la quitte, Tass retourne dans son pays natal. Et là, on nous propose un véritable western. Tiens, on va dire ça comme ça. Une épopée. Voilà, Frapper l'épopée, c'est le titre de ce livre d'Alice Zeniter, dont je vous propose un extrait maintenant. On est début février et l'inversion des saisons entre les deux hémisphères est à son paroxysme. À Orléans, chez Thomas, la neige et le grésil passaient en soufflant. Au début de leur relation, il se faisait tendre dès qu'elle avait froid. Montait le chauffage, posait un doigt ému sur ses lèvres violettes, s'exclamait « Tu trembles ?» comme si c'était une preuve de son exotisme, aussi délicieuse qu'une coiffe de feuilles et de fleurs. Cette année, il a paru agacé, presque soupçonneux, comme si l'hiver était un conte inventé par Tass, comme si la température extérieure n'expliquait pas ses frissons, comme si on pouvait dire « Arrête !» à quelqu'un qui a froid. C'est terminé de toute manière, les neiges d'antan, la bise venue et les vives le vent, toute cette culture du froid à laquelle Thomas a essayé de l'initier pendant des années. Dès qu'elle sortira de l'avion à Tontouta, elle sentira l'incroyable épaisseur de l'air chaud et humide. L'été austral l'empoissera, et plus que du décalage horaire, c'est de la différence de température qu'elle va devoir se remettre pendant les prochains jours. La rentrée n'aura pas lieu avant quelques semaines. Ça lui laisse le temps de se faire à la pellicule de sueur sur la peau, aux joues rouges, à la terrible paresse du début d'après-midi. Une partie de la ville est encore en vacances. Nouméa sera molle et vaguement désertée. Les amis s'égrènent sur tous les territoires voisins. Le Vanuatu, la Nouvelle-Zélande, les Fidji, la Gold Coast australienne. Peut-être qu'elle n'aura personne à qui raconter ce qui s'est passé au nord de l'équateur. Personne avec qui boire du rhum et des number one, en criant que « c'est fini Thomas, plus jamais Thomas, et c'est lui qui va le regretter, je te jure, parce que sa vie sans moi est tellement ennuyeuse ». Lorsque la lumière se rallume dans l'avion,
Tass se répète qu'elle est heureuse de rentrer enfin pour de bon. Les allers-retours des dernières années, pour essayer de faire exister sa relation amoureuse malgré la distance, lui ont apporté une forme d'inquiétude permanente, une instabilité nerveuse ainsi que la culpabilité de multiplier sans cesse les petits mensonges. En métropole, elle allongeait constamment la durée de son séjour, répondait qu'elle était là pour 2 mois dès que son voyage en excédait 1, ne serait-ce que de quelques jours. En Calédonie, elle lançait toujours distraitement qu'elle partait pour 2-3 semaines, alors qu'elle savait parfaitement qu'elle ne serait pas de retour avant 5. Elle cherchait à appartenir aux 2 endroits à la fois, à montrer à son entourage ici, comme à son entourage là, qu'elle était des leurs. Extrait de Frapper l'épopée de Alice Zéniter. C'est une nouveauté. Enfin, ça fait maintenant quelques mois que c'est sorti. On en parle beaucoup de ce livre-là. C'est là-dessus que je vais vous laisser, mes amis, pour cette semaine. Merci à Mathieu Tessier qui m'a accompagné encore une fois en régie. Je m'appelle Clotilde Sey. À la semaine prochaine.